Alors voilà, bonsoir à tous. Merci d'être C'est encore toi. là avant le week-end. On a une chance inouïe, non pas d'être en week-end, mais, mais- mais d'être dans un endroit où seule la vie est possible dans l'univers. Voilà, donc je pense que le cadre est posé. Ce qui fait que c'est le seul endroit du monde où la vie est possible, ce qui fait que tout ce qui est activité humaine, que ce soit un business, une idée, une start-up, une innovation qui ne rende pas la vie meilleure, à mon avis, nous fait perdre notre temps, mais en même temps joue contre nous. Ça joue pour la raison pour laquelle on est là, c'est simplement de vivre et d'être heureux. Ça l'a toujours été, si vous voulez, c'est un peu notre master plan. Et c'est le master plan de tout le monde sur la planète. Donc, comme on est en train d'essayer de trouver une histoire commune à l'humanité, je pense que parler, être simplement bien vivre et être heureux, ça semble être un bon commun dénominateur pour tous les êtres qui habitent sur la Terre. Voilà. Alors, donc, merci de m'accorder 25 minutes ou 20 minutes de votre vie à discuter ensemble, c'est important. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est on est entré dans un moment très, très rare de l'aventure humaine, de notre aventure. C'est comme si une fenêtre temporelle venait de s'ouvrir dans laquelle l'innovation, c'est en fait d'inventer notre civilisation. Ce qui est quand même le top de l'innovation. On parle plus de product development ou de new technologies, etc. On a 8 ans pour réinventer notre civilisation. Alors, je ne vais pas vous donner des critères, des analyses, etc. Vous les voyez tous les jours. Il y a des très beaux films pour ça. Mais je pense que si vous dites à un innovateur qu'on a la chance de réinventer notre civilisation et la façon dont on vit, c'est vraiment le holy grail de l'innovation. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, il ne faut pas perdre de vue l'objectif fondamental qu'on a en ce moment. Parce qu'en plus, ce qu'on va faire aujourd'hui, les décisions qu'on va prendre vont impacter le monde pour des centaines, des milliers d'années à venir. Donc, voilà, c'est très, très important d'agir rapidement et cette fois-ci d'une façon intelligente, puisque on parle depuis souvent de l'intelligence, on s'est même appelé sapiens, voilà, ceux qui savent. Et il s'est avéré qu'on ne sait pas grand-chose, puisque notre civilisation s'écroule très rapidement, un petit peu comme comme les morceaux de glace qui tombent dans l'Antarctique. Mais ça ne sert à rien voilà, de parler de ces choses-là, parce que quand on travaille dans l'innovation, on observe toujours la situation pour trouver une solution. C'est ça qui est important. Alors, il y a des gens qui appellent ça le Great Reset. Vous avez entendu parler de ça. On a 8 ans pour inventer notre civilisation. Il y a un très beau film qui s'appelle Les Limites du Monde sur Netflix. Vous pouvez voir si vous voulez l'analyse scientifique de ce qui est en train de se passer, l'analyse concrète. Mais encore, mon but ce soir, avant le week-end, ce n'était pas de vous parler de ça, c'était de vous montrer les solutions. Alors, enfin, de ce que moi je pense être la solution. Alors, pour innover, je vais vous donner 3 petites ficelles que je pense avoir compris, même si vous qui pratiquez l'innovation, vous vous rendez bien compte que c'est quand même une sacrée cuisine et qu'on apprend toujours. Il faut rester l'esprit ouvert. On dit que l'esprit, comme un parachute, il fonctionne mieux quand il est ouvert, mais là, c'est une discipline de l'innovation que de rester ouvert et à l'écoute. Donc, la première chose, c'est que dans toute situation, il y a toujours un message, il y a toujours un cadeau. Les médecins ont appelé la maladie le mal a dit. Donc, la maladie vous dit quelque chose. Il y a un message, même si vous êtes malade, il y a un message à comprendre. Quand on éclaire un objet, on crée une ombre. Et donc, l'ombre, c'est un peu le négatif, les problèmes, etc. Mais la négativité ou les problèmes n'existeraient pas s'il n'y avait pas la lumière quelque part. Donc, ça, pour moi, c'est mon premier principe dans l'innovation, c'est quelle que soit la situation, peu importe, aller chercher la lumière, voir d'où vient la lumière
et savoir que forcément, on traverse des situations difficiles. On est en plein dedans. Mais justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'une une histoire se termine, mais il y en a une autre qui est en train de commencer. Donc, il faut bien comprendre de quoi elle est composée. Et c'est une nouvelle aventure humaine qui commence. Voilà. Alors, vous savez que sur la Terre, 5 fois, la vie s'est écroulée. La dernière, c'était il y a 300 millions d'années quand les dinosaures ont disparu. Là, en ce moment, c'est à cause de nous. Mais la Terre, qui est notre maison, hein, se régénère continuellement et elle a traversé des cataclysmes qui sont extrêmement violents. Et donc, il suffit de comprendre comment elle a fait pour voir comment nous pouvons faire aussi. La deuxième chose que je pense avoir appris de l'innovation, c'est qu'on va vers l'innovation si on en a envie, c'est-à-dire si elle procure plus de plaisir ou elle est plus intéressante que l'ancien monde. Donc, c'est à nous de créer une histoire qui est plus intéressante que celle que l'on a aujourd'hui, qui est en train de se terminer. On est des sapiens, donc les sapiens, ils se racontent des histoires. Et donc, maintenant, il va falloir trouver, qu'on se mette ensemble, qu'on crée une histoire qui est plus intéressante que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Et ma proposition, c'est la façon dont la Terre fonctionne, le design, c'est de remettre la vie au centre. Donc, ce n'est pas mettre l'humain au centre, parce que c'est ce qu'on a déjà essayé, ça ne fonctionne pas. C'est de remettre la vie au centre. Nous, on est une espèce sur des millions. Et on est tous connectés, on est tous dépendants. Donc, il faut remettre maintenant la vie au centre. Et voilà, de créer une civilisation dans laquelle on met au centre la vie et le bonheur, le fait d'être heureux. Un enfant, quand il grandit, il ne cherche pas à prendre des centimètres ou il ne va pas mesurer des KPIs ou des metrics, quoi. Il va grandir pour être heureux. Donc, nous, c'est pareil maintenant. Il faut simplement qu'on remette ça au centre et qu'on redesign, qu'on réinnove avec ça dans l'esprit. Et la troisième ficelle de l'innovation que je vous propose, c'est que quand on ne sait pas où on doit aller, souvent dans notre vie, voilà, on fait des expériences, puis il arrive un moment où on ne sait plus comment avancer, on ne sait plus par où passer, ce qu'on vit actuellement. Quand on ne sait pas où aller, il faut se rappeler d'où on vient. En général, quand on est perdu, on rentre à la maison, on va voir ses parents, sa famille, on retourne dans la maison qu'on a connue quand on était petit, on essaie de faire ce qu'on connaissait quand on était petit, etc. Et donc, l'innovation, c'est souvent comme ça. C'est quand on arrive à un dead end, eh ben, on revient à la maison, et puis là, notre maison, c'est la terre. C'est pour ça que vous voyez que le retour à la terre, le fait de retourner les pieds sur terre, donc le vrai pragmatisme, est en train de revenir et de s'exprimer à travers différentes formes. Et ça, c'est complètement passionnant et c'est la nouvelle aventure de l'humanité, certainement. Donc, en gros, on n'a plus de moonshot. Vous avez entendu cette expression des Californiens de Google qui ont créé cette idée de moonshot. Alors, souvent, quand on travaille pour les entreprises, ils nous demandent de faire des moonshots. Aujourd'hui, on ne doit pas faire des moonshots, on doit faire des earthshots. Si on utilisait tous les budgets pour soigner la Terre, enfin, aider la Terre à se régénérer, parce que nous, on ne peut rien faire malheureusement, sauf arrêter de casser et de détruire. Mais si on pouvait investir tous ces budgets dans la base du fonctionnement de tout qui est la Terre, et de récupérer les budgets que l'on investit pour aller sur Mars, par exemple, ça serait quand même plus intelligent. Voilà, puisqu'on dépend de la Terre, il n'y a qu'une Terre, et voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Vous êtes dans une forêt, il est minuit, puis vous marchez, puis vous ne voyez pas grand-chose, et puis vous marchez sur une petite brindille, ça craque. Et en une seconde, ce qui se passe, c'est que vous déconnectez votre cerveau soi-disant évolué pour vous connecter peut-être à votre cerveau primitif. Mais ce qui se passe, c'est qu'en une fraction de seconde, vous augmentez.
vous avez une masse de neurotransmetteurs gigantesques qui se déploient dans votre circulation sanguine, votre cœur se met à battre, vos muscles à s'oxygéner, etc. Donc, vous vous préparez à atteindre un niveau de performance que normalement, vous n'avez pas l'habitude d'atteindre. Tout ça, ça se passe parce que vous êtes capable de vous reconnecter en une fraction de seconde à ce qu'on peut appeler la deep data. C'est-à-dire, ce n'est pas la big data, c'est votre deep data. C'est tout ce que vos ancêtres ont enregistré à travers leurs expériences, à travers leurs erreurs et leurs succès. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est que les gens qui étaient avant vous ont réussi parce qu'ils ont tous utilisé cette intelligence qui est notre intelligence profonde et qui est une intelligence qui a des milliards d'années de data et de connaissances, qui en fait une intelligence infiniment supérieure à toutes les intelligences qu'on connaît et qu'on peut développer. Alors l'intelligence artificielle, bien sûr, l'intelligence artificielle, à mon avis, ne pourra jamais égaler cette intelligence qu'on a déjà tous nous-mêmes et qu'on est capable d'activer comme ça sans avoir rien étudié, sans avoir fait l'université, sans personne. On l'a tous et tous les êtres vivants l'ont. C'est ça que je définis comme intelligence naturelle. C'est vraiment la deep data et la data qui nous permet de vivre et de bien vivre. C'est pour ça, par exemple, qu'on a peur des araignées rouges, mais on n'a pas peur des arbres. Parce qu'on a enregistré qu'une araignée rouge, potentiellement, pouvait être mortelle ou pouvait nous faire du mal. Donc ça, c'est gravé dans les datas qu'on a accumulées au cours de notre évolution. Et au fur et à mesure que vous vivez, vous continuez à graver, vous continuez à modifier légèrement cette intelligence artificielle et à l'enrichir, dans un sens ou dans un autre. Et l'environnement modifie constamment ces codes en bien ou en moins bien, en fonction de là où vous vivez, de ce que vous mangez, de ce que vous pensez, etc. Donc, ça fait de nous des data scientists natifs. Et beaucoup n'ont pas connu. Souvent, le problème, c'est qu'on pense que la solution est ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, la solution, elle est dans nous. Il faut simplement savoir de quoi on parle et de la révéler. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que c'est et comment on peut la révéler, comment on peut l'utiliser. La première, c'est que tout ce qu'on connaît est composé des éléments. Donc, c'est l'air, l'eau, la terre, et puis on prend notre énergie du soleil. Tous les organismes pratiquement de la planète utilisent ces architectes de base qui sont les éléments. Donc, en gros, on peut dire qu'une innovation qui dégrade ces éléments ou qui n'en produit pas des nouveaux, qui n'est pas régénérative, n'est pas une innovation. C'est un délire humain ou une hallucination, mais ce n'est pas une innovation. Donc, le premier critère, le premier code que nous enseigne cette intelligence naturelle, c'est que nos activités doivent maintenant conserver les éléments, au moins, mais comme on en a détruit énormément, vous savez quand même qu'on a, dans certaines villes, on a 40% d'oxygène en moins qu'il y a 30 000 ans, que 70% des sols de la Terre ont été détruits. Donc, nos éléments en ont pris un sacré coup. Et c'est un peu comme si des enfants venaient chez vous et puis dérangeaient vos affaires, renverser la table et puis ils repartaient sans rien dire. Là, on a fait la même chose. On est rentré dans la terre, on a cassé énormément de choses et donc maintenant, c'est pas seulement rangé, c'est réparé. Et on est vraiment rentré dans ce qu'on appelle une économie ou une société régénérative et plus du tout durable ou sustainable, comme on l'a dit pendant des années, puis ça n'a jamais marché. Pourquoi ça n'a jamais marché? Parce que les humains ont besoin d'une aventure positive. Et si on dit à un humain de rester où il est et puis d'être carbone neutral, etc., enfin, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est vraiment pas intéressant, donc ça se fait pas et c'était pas motivant. Et d'ailleurs, c'est qu'une toute petite partie des solutions.
Et donc, ça ne va pas assez vite et on s'enfonce très, très rapidement, justement parce qu'on n'active pas intelligence, notre intelligence naturelle. Par contre, beaucoup de gens commencent à le faire. Les centenaires sont des gens qui vivent toujours dans des environnements où l'eau, l'air, la terre et le soleil, puisque ce sont souvent des gens qui vivent dehors, qui font leur potager, qui sont en mouvement, etc., sont présents. Ça, c'est vraiment un des premiers codes de l'intelligence naturelle, c'est simplement savoir que tout ce qu'on connaît est fait à partir des 4 éléments. Le deuxième code, c'est que on a eu l'impression jusqu'à présent que, enfin, on nous a enseigné même que la concurrence était la règle. On est tous en concurrence, il faut étudier nos concurrents, etc. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas la concurrence qui est la règle, c'est la symbiose qui est la règle. Alors, la concurrence existe. Souvent, la concurrence, elle arrive quand justement on arrive à des extrêmes, parce qu'on doit défendre notre eau, on doit défendre notre… Quand il n'y a plus cette prospérité, on devient compétitif. Par contre, dans la vraie vie, tout fonctionne en symbiose. Le fait d'avoir pensé que la concurrence était la règle a transformé la Terre d'un paradis en zone de guerre. Et vous voyez bien autour de vous les tensions que crée cette perception du monde qui est une perception fausse. Quand on respire de l'oxygène, par exemple, on relâche du CO2. Le CO2 met 4 jours pour faire le tour de la Terre. À l'autre bout de la Terre, il y a une plante qui va utiliser ce CO2 pour grandir, pour peut-être fleurir et pour relâcher de l'oxygène. Donc, tout est symbiotique. Votre cerveau travaille avec votre cœur en symbiose. S'il y a un problème de connexion ou s'il ne travaille pas en symbiose, votre cœur s'arrête et puis, et puis bye bye. On sait que 90% de notre poids génétique n'est pas nous. C'est-à-dire que vous êtes, on est tous des êtres qui sont construits d'amitié entre des colonies gigantesques de bactéries, de microbes, etc. Et que notre santé, je ne vais pas développer le microbiote et tout ça, vous connaissez, dépendent de l'amitié et du bon rapport que l'on peut avoir entre nous pour être en bonne santé. Voilà. La Terre, c'est la même chose. Soit on pense qu'il y a l'homme et la Terre, et à ce moment-là, on est dans un rapport conflictuel ou un rapport différent. Soit on change notre perception et on sait qu'on est la Terre, on est la nature, et du coup, toute atteinte à la nature est une atteinte à nous-mêmes. Et là, on change de paradigme et on rentre dans la nouvelle aventure humaine. Donc, vraiment, tout est connecté. Les premières cellules qui sont développées sur la Terre ont réussi à se développer parce qu'elles étaient symbiotiques. Après, les premiers organismes sont apparus et puis ils sont développés parce qu'ils étaient symbiotiques par rapport à leur environnement. Les premiers villages ont réussi à se développer parce qu'ils étaient symbiotiques. Puis maintenant qu'on est une espèce globale, il faut réussir à être une espèce globalement symbiotique et pas globalement en concurrence. C'est là le challenge, le changement de perception qu'on doit avoir. Et le troisième code, c'est l'énergie. C'est le fait de savoir que tout est énergie et que on a dissocié la matière de l'énergie, mais qu'en réalité, c'est faux encore. On a dissocié la physique de la métaphysique, alors que les deux sont toujours ensemble. Quand on regarde l'univers, on sait que 99% de l'univers est fait d'une matière qu'on ne connaît pas, une matière énergétique qu'on ne connaît pas. Alors du coup, ça s'appelait Sapiens, alors qu'on ne sait pas, on ne connaît pas 99% de ce qui nous entoure. C'était quand même très humble, hein. mais c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu dommage qu'on soit appelé Sapiens. On ne l'est pas encore du tout. On sait que les maladies sont à 80% au moins d'origine énergétique, d'origine émotionnelle, on dit énergétique. On sait qu'on réagit par rapport à l'énergie qui nous entoure. Alors, le problème, c'est qu'on ne la voit pas, mais que notre génome, par exemple, se modifie, c'est l'épigénétique, en fonction de l'état énergétique de ce qui nous entoure et de notre propre état énergétique.
voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus, mais c'est simplement pour illustrer très simplement que même en business, l'énergie est avant la matière. Quand vous voulez créer voilà, une paire de lunettes ou peu importe, ben vous pensez à créer une paire de lunettes. Puis ensuite, vous allez optimiser votre système, vous allez produire, etc. Mais à l'origine, c'est purement énergétique. C'est purement du rêve, c'est purement de l'imagination, etc. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on est fort, enfin les humains ont colonisé la planète, c'est qu'on a cette faculté d'imagination qui est purement énergétique. On sait utiliser l'énergie. On l'a un peu oublié aujourd'hui parce qu'on on a un peu tout résumé à des chiffres, à de l'argent, à des metrics, etc. Mais on a en nous cette capacité d'utiliser l'énergie. Et franchement, moi, en innovation, je pense que les deux plus grandes forces que l'on peut utiliser aujourd'hui et que l'on doit utiliser en innovation, la première, c'est l'imagination, le rêve, etc. Ce qui pour moi est très pragmatique aujourd'hui, puisque comme on est dans une phase de réinvention, le rêve est redevenu pragmatique. Quand on est dans une situation qui tourne bien, où on a des modèles établis, où le rêve n'est pas pragmatique. D'ailleurs, on vous dit souvent qu'il ne faut pas être un rêveur. Sauf qu'aujourd'hui, alors qu'on doit réinventer quelque chose, on doit visionner quelque chose de nouveau, le rêve redevient fondamental et doit être réactivé. Et on doit réactiver une qualité qu'on a tous, qui est notre pouvoir d'imagination. Et la deuxième plus grande énergie en innovation, c'est l'amour, quoi. C'est ce qui va déclencher l'envie de faire quelque chose. Donc, moi, quand j'analyse un plan, un business plan ou quand je prends des décisions d'angel, d'investir dans un business, je vais mesurer ces deux forces. C'est la force du rêve, c'est le niveau de révolution que l'idée apporte. Évidemment, c'est sa connexion par rapport à la vie, mais en même temps, c'est son niveau d'amour. Est-ce que les équipes vont tenir assez longtemps dans un développement qui, de toute façon, va être très dur, avec différentes étapes, différents challenges, mais est-ce qu'ils ont assez de passion et est-ce que l'idée a vraiment un sens pour eux, pour qu'ils dégagent, qu'ils développent une énergie qui va leur permettre de traverser ces différentes étapes très difficiles. Voilà. Et puis, bon, le quatrième code, c'est sans surprise, c'est bien sûr la Terre, c'est la nature, la vie. Voilà. On vient de là, on a le même design que la Terre, on a le même design qu'une fourmi. On fonctionne exactement de la même façon. Donc, c'est seulement si on utilise ces designs-là aujourd'hui qu'on est capable de s'aligner et donc d'être en symbiose mutuelle et de se développer de façon harmonieuse et à long terme. On le voit d'ailleurs quand vous allez quand on retourne dans une forêt, qui est quand même notre maison, puisque on a passé la plus grande période de notre évolution dans la nature. Et vous observez les taux de cortisol, les taux de cellules tueuses, de cancer, de tumeurs, etc. Vous voyez plein de paramètres vitaux qui se réactivent simplement après 2 ou 3 jours passés dans la nature. C'est pour ça que quand vous voulez innover, c'est fondamental d'aller dans la nature pour augmenter votre performance, réactiver votre pouvoir d'imagination et avoir des bonnes idées, et avoir de l'énergie pour pouvoir innover. Il y a plein d'études en ce moment qui paraissent là-dessus et c'est complètement incroyable de réaliser que le bureau, tel qu'on l'a pratiqué jusqu'à présent, la tour en béton, etc., n'est pas du tout l'endroit où justement on peut innover, on peut bien travailler. Ce qui fait que Google, enfin ceux qui se posent quand même pas mal de questions et qui ont accès à ces informations-là, les scientifiques sont en train de créer des espaces où la nature est totalement régénérée. Donc, ce n'est pas des espaces verts comme on pourrait encore entendre parler dans certaines villes. C'est vraiment massivement le retour de la nature sauvage qui doit réinvestir au moins 30% de l'espace terrestre. En gros, si vous travaillez avec la nature, ça ne vous coûte rien et ça rapporte beaucoup. Si vous lancez une innovation technologique, ça vous coûte très cher, vous n'êtes pas sûr de retour.
Donc, moi, je préfère travailler avec une équipe qui a 3 milliards d'années de succès plutôt que 10 ans de recherche avec des coûts financiers importants. Au niveau analyse et au niveau rendement, retour sur investissement, il n'y a pas photo. Travailler avec la nature et pour la nature, pour la vie, est infiniment plus puissant, performant et intéressant que de travailler avec des technologies humaines. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a un cinquième code, c'est que il faut maintenant réapprendre à être simple. Parce que aujourd'hui, on vit dans une espèce de complexité. Tout le monde est busy, donc on vous appelle. Les Californiens disent que busy is the new silly d'ailleurs. On fait énormément de choses pour rien. On consomme 7 fois plus que ce que la planète peut supporter. Et donc, on doit retourner vraiment une simplicité qui est une qualité, qui est un avantage, qui est du leadership, de retourner à de la simplicité pour que le système puisse continuer à fonctionner. Et on fait énormément de choses qui servent vraiment à rien. On l'a bien vu avec le Covid. Et d'ailleurs, le Covid, si on reprend cette image de l'ombre et de la lumière, le Covid est de l'ombre, mais ce n'est qu'un symptôme de la lumière. C'est pas du tout... il ne faut pas s'attaquer au Covid, il faut s'attaquer à qu'est-ce qui est le message, quel est le cadeau que le Covid nous a envoyé. Donc, je pense que pour synthétiser, je dirais que c'est assez simple. On est 8 milliards de consommateurs et ça a créé l'état de la planète dans lequel on se trouve. Et comme la planète supporte tous les autres systèmes, on doit changer. Donc, imaginez que maintenant, on passe à 8 milliards de jardiniers de la Terre. C'est-à-dire 8 milliards de personnes qui sont capables de réanimer la vie partout où ils se trouvent, dans leur appartement, sur leur balcon, sur leur toit, etc. Si on arrive à passer de 8 milliards de consommateurs à 8 milliards de jardiniers, on aura trouvé la solution et on va s'en sortir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie. C'était vraiment un honneur d'être avec vous un vendredi soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Applaudissements général. Alors, merci beaucoup pour toutes ces belles paroles, idées concrètes, applicables. Et puis, effectivement, on espère aussi qu'il y a 8 milliards de jardiniers sur Terre. Est-ce que c'est réaliste maintenant? Première question. Alors, on va lancer le débat question-réponse. Donc, si vous avez une question, vous pouvez juste parler très fort et je répéterai la question pour l'audience online. Et puis, pour les autres, tapez dans le chat, s'il vous plaît, en cas de question. Du coup, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Merci. Pierre-Alain Dubois, au sein des entreprises, on est quand même très... J'entends pas. Hein. Rapport réussite immédiate et rapide. Moi, j'aimerais beaucoup, je suis attaché à cette idée d'amener une nouvelle idée dans les choses. Comment, dans votre expérience, vous pouvez passer des idées que vous avez présentées ce soir, amener ce changement de paradigme un peu au sein des entreprises? Donc, Fabrice, Quels pourraient être, par exemple, d'attaque ou des... Est-ce que tu as compris la question, Fabrice? Comment on amène ça dans les entreprises, c'est ça? Donc, comment implémenter tout ce que tu as proposé au sein des entreprises? Vu que les entreprises sont quand même axées… Un changement de mentalité, disons. Implémenter peut-être toujours un peu rapide. Donc, amener un changement de mentalité rapide sans oublier qu'une entreprise est faite quand même pour générer des bénéfices. Donc, est-ce que tu aurais une idée par rapport à ça? Oui. Comment faire ce changement de paradigme au sein des sociétés? Oui. Alors, il y a des sociétés déjà qui sont totalement, qui n'ont pas le choix. Donc, ce matin, j'étais avec un producteur de café bien connu et il disait, dans 18 ans, j'ai plus de café. Donc, du coup, soit on évolue vers une agriculture régénérative qui permet de redonner la vie au sol et de résister au réchauffement climatique et même d'inverser le réchauffement climatique, soit on ne le fait pas et à ce moment-là, on n'a plus de business. Il y a le président d'une
assurance très connue qui a dit moi, je peux assurer mes clients à plus 2 degrés, mais pas à plus 3 degrés. Donc, il y a des données exogènes qui font que le business, comme on le fait aujourd'hui, n'est plus possible. Alors maintenant, c'est une question de leadership. C'est une histoire d'accès à l'information, mais ça, l'information, on l'a maintenant, quoi. Enfin, il n'y a plus de débat il n'y a plus de débat sur l'analyse. Donc maintenant, on peut passer à l'action. Alors, ça passe toujours par plusieurs choses. La première, c'est l'éducation. Donc, c'est vraiment, il faut en parler, il faut partager l'information scientifique, il faut en discuter. Maintenant, ça fait longtemps qu'on a accès à des données scientifiques. Donc, pourquoi on ne réagit pas? Je pense que c'est parce que ce n'est pas assez sexy. C'est pas assez, on ne nous a pas montré qu'en faisant ça, on gagnait plus d'argent, on était plus heureux. Alors maintenant, il faut build the case, quoi. Il faut montrer, il y en a plein qui le font autour de nous, qui le font déjà. Donc, il faut simplement leur montrer comment ils l'ont fait et comment eux peuvent le faire. Donc, moi, je vois dans les entreprises, souvent, il faut leur prendre la main, il faut leur expliquer, il faut leur montrer voilà, les performances économiques, par exemple. Il suffit de voir les fonds d'investissement des banques aujourd'hui dans ces thèmes-là. C'est largement supérieur en termes de rendement que l'industrie fossile. Alors, ou que des technologies qui ne sont pas dans cette nouvelle aventure, quoi. Donc voilà, il faut être inspiré, il faut avoir envie d'y aller, il faut montrer que de toute façon qu'il y a plus d'argent à se faire, parce que ça, il ne faut pas se cacher, il faut pas se voiler la face. S'il n'y a pas cet élément-là, c'est un truc. Et je pense fondamentalement que un business n'est pas fait pour gagner de l'argent. Il n'est pas fait que pour ça, sinon ce serait vraiment super ennuyeux, quoi. Enfin, on n'est pas dans le business pour faire que de l'argent. Le business est une force pour accomplir quelque chose. Maintenant, il faut apprendre à bien le faire. Voilà. Le problème, c'est que le sapiens a tendance à croire à des choses, à créer des histoires qui n'existent pas. Et on adore ça, on adore créer des illusions, hein. C'est pour ça que les machines à sous gagnent autant d'argent, c'est parce qu'on rêve que demain, notre vie va changer. Donc, on joue, sauf que c'est une illusion et ça ne marche pas en réalité. Les cosmétiques fonctionnent de la même façon. Vous avez l'impression que vous allez inverser le temps, ou vous allez être plus belle, hein, ou plus beau. Et en fin de compte, c'est pas vrai. Donc, on vend de l'illusion, quoi, de l'espoir, the power of hope, qui est quand même très important en innovation à jouer. C'est de dire, wow, si vous nous suivez, tout va changer, ça va être génial. Est-ce que ça a répondu à votre question? Merci. Merci beaucoup. Disons Alors, que question suivante. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que les thèmes de sustainabilité, etc., ne fonctionnent pas en termes d'engagement, de nouveaux clients, en termes de reconnaissance de marque, de love effect, etc. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas présenté de façon à nous intéresser. Ce n'est pas transparent, on ne voit pas l'impact, on ne comprend pas ce qui se passe. Du coup, on perd un peu confiance dans tous les messages que nous envoient les entreprises parce que justement, l'entreprise est bien connue pour vouloir faire de l'argent et ça ne nous convient plus. C'est pas assez. Alors, merci beaucoup. Il y a Adeline SSG qui dit RSE et potager des collaborateurs dans les entreprises, donc on peut implémenter ça. Ensuite, on a un commentaire de Life Melody qui dit l'entreprise telle qu'elle est actuellement avec procédure, projet à répétition et perte d'argent subséquente, etc., ne semble pas très prête. Et pour ceux qui proposent ces idées qui sortent de l'ordinaire, il faut beaucoup de courage suivant le contexte et peut passer pour un illuminé dans le sens péjoratif, de peur de. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, Fabrice? Ouais, c'est tout. Ouais, dans l'innovation, on a l'habitude de ça, donc c'est pas grave. Ça, on est entraîné, c'est notre rôle, hein, c'est notre rôle. Alors, illuminer, c'est un peu violent, mais au moins d'être pas dans la boîte, ça c'est sûr, puisqu'on essaye d'ouvrir à d'autres boîtes, à d'autres niveaux. Donc, forcément, on n'est pas dans la boîte. Notre rôle, c'est justement de ne pas être dans la boîte. Par contre, notre rôle, c'est d'accompagner, de faire voir que la nouvelle boîte, elle est bien meilleure que la boîte dans laquelle on est jusqu'à présent. Donc, moi, je pense que
le RSE, tout ça, c'est sympa, c'est des bonnes démarches. Maintenant, on en est quand même à un niveau où on doit régénérer. Donc, on n'en est plus à un niveau de faire moins, on doit faire plus pour la vie. On doit vraiment… C'est comme si on était devenus des activistes, dans le sens où on est dans l'action, on est dans le pragmatisme, on n'est pas dans le… on va arrêter d'avoir des gobelets en plastique, quoi. Donc, ça ne se joue pas à ce niveau-là, je pense. Je ne sais pas, c'est pas ce soir que je vais dire ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il Merci faut… Fabrice. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Vas-y, continue. Non, c'est vrai qu'il faut du courage. Il faut… Voilà, on est Fabrice, la parole est à toi. quand vous êtes en première ligne, eh ben, il faut du courage, il faut y aller. Maintenant, si vous faites ce en quoi vous croyez, forcément c'est génial, quoi. Même si vous en prenez plein la figure, c'est génial, il faut y aller. Moi, je ne pourrais pas faire autrement, en tout cas. Donc, il faut y aller. Alors, on a… C'est vrai, il faut prendre le courage à deux mains, comme on dit. Hein. Est-ce que dans la salle, il y a encore d'autres questions? Pas pour l'instant. Et j'ai vu une question apparaître dans le chat. Comment déshabituer les gens d'acheter des biens préparés et expédiés depuis l'autre bout du monde? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, alors ça, oui, bien sûr, c'est possible. Hein. Si vous calculez l'impact d'une cuillère en plastique et l'impact de laver votre cuillère en acier, vous allez voir, il y a quand même un monde, simplement qu'avec une cuillère, vous pouvez déjà participer et changer le monde. Oui, alors là, on est sur des thèmes d'addiction. C'est-à-dire que le cerveau, il est habitué à avoir les choses facilement, ou il est habitué à avoir de l'argent, il est habitué à consommer des drogues, etc. C'est les mêmes choses. Et le monde de l'entreprise est très addictif à l'argent et très addictif aussi à la facilité. Donc, c'est difficile ensuite de se désintoxiquer, quoi. Donc ça, je veux bien le croire parce qu'on a des mécanismes dans le cerveau qui sont des mécanismes addictifs à ce niveau-là. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est comme on est des, voilà, on est des primates, on est quand même une espèce de singe parmi beaucoup et on se repère par rapport à ce qu'on ressent. Et donc, si ça brûle, on sait que ça brûle, mais si on nous dit que ça brûle, ça ne nous touche pas. Donc, il faut arriver à trouver le moyen pour que acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde brûle. C'est-à-dire qu'on ressente physiquement que ce n'est pas bon. Voilà. Bon, on le sait, hein, parce que même inconsciemment, de toute façon, on le sent indirectement, mais il faut essayer qu'on le sente directement. C'est ça. J'entends rien. J'entends plus. Hein. Diana, il faut que tu es en mute. Tu m'entends, Fabrice? Ah non, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Donc là, Sandra, elle dit aussi justement l'exemple de recyclage, plastique collecté en Europe, transformé en billes de plastique en Afrique et retravaillé en Asie. On fait quoi pour rebondir sur la cuillère en plastique? Oui. Donc, est-ce que tu as une solution à ça? Il te reste 1 minute. Ouais, c'est ma cuillère en acier, quoi. Ouais, il faut abandonner tout ça, c'est fini, c'est mort. Enfin, voilà, quand on sait ce que ça fait, il ne faut pas acheter. On a le pouvoir de voter avec l'argent. Donc, il faut simplement donner notre argent à ceux qui jouent le jeu et qui participent, et puis ne plus le donner à ceux qui vont contre nous. Si on ne va pas pour la vie, en général, on va contre. Donc, mais nous, on a de l'argent, donc on est capable de voter pour le monde que l'on désire, qu'on aimerait voir. On le voit dans la nourriture, dans la fractalisation des sociétés, dans le fait que de plus en plus maintenant, les communautés se reforment. À l'université, tout le monde parle de potager. C'est quand même un signe, quoi. Le potager, c'est quand même le symbole de ça. C'est vraiment comment on fait
savoir faire pousser une tomate, c'est savoir contrôler son futur, parce que c'est vraiment revenir à l'essentiel. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit 8 milliards de jardiniers maintenant, parce que il faut qu'on ait ce savoir de comment la vie fonctionne réellement et pas partir dans des délires comme l'intelligence artificielle d'ailleurs. Des délires qui ne sont pas des choses avec lesquelles on fonctionne depuis des milliards d'années et qui fonctionneraient la façon dont fonctionne la vraie vie, quoi. Le pragmatisme. Parfait. Une dernière phrase pour clôturer la soirée? Est-ce qu'il Non, y a une phrase que tu veux que les gens retiennent? ben merci. Je crois que Merci voilà, à toi. il faut savoir qu'on a une chance incroyable et il faut maintenant activer notre pouvoir de gratitude. Il faut vraiment avoir besoin de beaucoup moins de choses et puis de se dire qu'on a vraiment tout et qu'il faut le conserver comme ça. Il faut arrêter de demander, mais surtout maintenant vraiment apprécier ce que l'on a et faire tout pour le garder tel qu'on le souhaite. Super, merci beaucoup Fabrice. Donc, gratitude et apprécier ce qu'on a pour clôturer la soirée par rapport à la séance de l'intelligence naturelle. Merci beaucoup Fabrice. Merci, c'est très sympa. Merci. Eh bien, merci Diana pour cette introduction. Alors, il se trouve que c'est moi qui ai le double lourd privilège de ce soir d'être le dernier comme présentateur de ce formidable congrès IIBA Geneva organisé avec comme thème principal l'innovation. Et puis, la deuxième grande difficulté, c'est de succéder à Fabrice. Donc, je vais faire de mon mieux. Alors, même si j'ai quand même envie d'utiliser l'expression revenir sur Terre, en tant que business analyst, quelle est notre contribution aujourd'hui, et demain forcément, à l'anticipation, l'innovation et la transformation dans les entreprises et quelles peuvent être nos différentes contributions sur ce sujet. Alors, voici ce que je vous propose comme agenda. Et en premier lieu, je voudrais inscrire ma présentation dans le droit fil de la toute première présentation. Peut-être certains parmi vous y assistaient à la présentation réalisée par monsieur le professeur Pigneur, qui nous a parlé d'exploitation et d'exploration. Je vais vous introduire ensuite un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la vitalité, que j'oppose un petit peu à la résilience, même si ce sont deux concepts assez proches l'un de l'autre. On va revoir un tout petit peu la notion de management de l'innovation et en particulier quelque chose qui me paraît fondamental dans la démarche, c'est ce que les anglo-saxons appellent planned innovation, l'innovation planifiée. Alors, comme le professeur Pigneur a parlé de gestion de portefeuille, je vais rapidement aussi évoquer cette question et on terminera par les trois rôles du business analyst que je vais vous proposer ce soir. Alors, vous avez déjà beaucoup entendu parler de moi, on va passer ça. Diana vous a aussi dit que j'avais été CIBAP, j'étais CIBAP pendant 6 ans, entre 2008 et 2014. Je vous propose également une très légère biographie en vous montrant 2 ou 3 papes de l'innovation, Clay Christensen, Chesbrough et ce monsieur Eric Brynjolfsson du MIT. Je fais référence au Babok, évidemment, qui nous est cher, mais je cite également le PMBOK parce que je pense que nombreux sont les business analysts qui tireraient un grand avantage de lire le PMBOK, même s'ils veulent rester business analyst, ce que je les encourage de faire. Alors, il y a un autre point comme préliminaire que je voudrais introduire ce soir, c'est que quand on parle de système d'information, quand on parle d'innovation, quand on parle de système de gestion, quand on parle de management,
dans les entreprises, il faut quand même conserver en mémoire cette grille stratégique que j'ai légèrement adaptée venant de la part d'un certain monsieur McFarlane. Et selon que l'on se trouve dans une société de cimenterie, il se trouve que j'étais DSI dans une cimenterie, ou bien qu'on travaille dans une banque ou une assurance, ou qu'on travaille dans la grande distribution, ou bien qu'on travaille dans les sociétés pharmaceutiques, la place du système d'information, la place du directeur du système d'information, son impact, sa contribution ne sont forcément pas les mêmes. Et une manière très facile de distinguer ça, c'est le schéma que je vous propose. Alors, je vais le simplifier un petit peu. D'un côté, on voit l'information qu'il y a dans le processus, et de l'autre côté, c'est la quantité… Je te coupe. Pardon ? Je te coupe parce que je Oui. crois qu'on n'a pas la vision PowerPoint, mais juste en fond d'écran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'ai une version PowerPoint devant moi. Est-ce que tu peux arrêter? Alors, OK. Alors, nous, on n'a effectivement pas la version PowerPoint. On a un fond d'écran, le tien sûrement. Du coup, est-ce que tu pourrais arrêter le partage et le remettre, s'il te plaît? Alors, je vais arrêter le partage et repartager de nouveau. Voilà. Oui. Vous n'avez pas vu du tout mes transparents jusque maintenant? Non, en fait, on croyait que tu allais démarrer avec un ciel étoilé. De ton Ah bon? écran. Ah, voilà, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Tu Et peux si je mettre fais ma comme ça? diaporama. Alors maintenant, diaporama. Est-ce qu'on est bon là? Diana, est-ce que c'est bon Alors, maintenant? attends, ça va s'afficher. C'est bon. Parfait. Ah, j'ai rien changé du tout par rapport à ce que j'ai fait avant. Hein. C'est la magie de l'informatique, ça. Donc, j'étais occupé à dire. Ouais, Est-ce que maintenant vous voyez ce schéma avec les 4 cadrans? Diana, confirme-moi, s'il te plaît. fait. De Ok. strategic grid, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ça y est, Parfait. on y est. Hein. Tu peux y aller. Donc, vous n'avez rien vu de tout ça, alors? Je continue. Ce que je voulais dire, c'est que on classe un petit peu les entreprises, hein, leur métier, leur secteur d'activité, selon la quantité d'informations qu'ils utilisent dans le processus ou selon la quantité d'informations qu'ils utilisent dans le produit. Voilà. Et selon que vous travaillez dans une cimenterie ou que vous travaillez dans une banque, l'impact et l'importance du système d'information ne sont bien évidemment pas les mêmes. Il est important malgré tout de garder ça en mémoire quand on parle de stratégie, quand on parle d'innovation, etc. Alors, faisons directement le lien avec l'ambidextérité, ce que le professeur Pigneur a présenté comme étant la capacité des entreprises à effectuer en même temps et de manière complémentaire de l'exploitation et de l'exploration. Alors, je mets ça, moi, un petit peu dans un contexte où on n'explore pas et on n'exploite pas innocemment, entre guillemets, ou tous azimuts, on le fait quand même à partir d'une vision, d'objectifs et de stratégies définies dans l'entreprise, forcément issue d'une analyse assez classique, quels sont les besoins du marché et quelles sont les grandes tendances de ce marché. Et donc, il y a une boucle avec vision, objectif et stratégie, et puis la gestion de la performance. Au milieu des deux, on voit l'exploitation et l'exploration. Alors, en gros, l'exploitation, dans ce que Pigneur disait, c'est on est dans l'amélioration continue, on est dans l'excellence opérationnelle, on est dans… mais aussi cette amélioration et cette innovation qui pourrait être, alors certains ne sont pas d'accord, mais qui pourrait être simplement incrémentale. Tandis que dans l'exploration, on est plus dans le new ways to compete, on réinvente des business models et on est plutôt dans la génération de nouveaux revenus, plus exactement, tandis que dans l'exploitation, on va plutôt chercher à diminuer les coûts. Alors, pour ceux qui étaient là à la toute première soirée, vous vous rappellerez sans doute qu'il y a eu une question posée en disant les échanges entre les deux. Oui, certainement, l'exploration échange vers l'exploitation avec des nouvelles fonctionnalités, mais quand on détecte en exploitant les données auxquelles on a accès qu'il y a un certain nombre de points qui pourraient être creusés,
eh bien, on les envoie, new findings, vers l'exploration. Donc, cette capacité à exécuter en même temps, en parallèle, porte le nom d'ambidextérité, et Yves Pigneur avait excellemment développé ce concept. Et je voulais le représenter ici pour montrer la suite et surtout en quoi les business analysts vont pouvoir contribuer à être dans les entreprises, à être ambidextres. Alors, et là je me fais peut-être un petit peu plaisir, hein, quelle est la différence entre résilience et vitalité? La résilience, c'est la capacité de revenir à son état initial après avoir subi une perturbation. La vitalité, c'est ça, mais en mieux. C'est la capacité de continuer à exister. Et donc, pour moi, ce qui n'est pas important, c'est de revenir à l'état initial. Ce qui est important peut-être, c'est d'inventer un nouvel état final à partir des perturbations que l'on a subies ou qui nous ont influencés, qui nous ont impactés. Alors, je voulais aussi, comment dirais-je, recoller à cette approche aux disciplines de stratégie, en particulier présentées par Tracy et Wiersma, qui sont très proches de ce que Michael Porter avait fait avec ses 3 approches stratégiques, le leadership par les coups, le focus ou alors la spécialité. Ils ont défini, eux, le Customer Engagement, le Product Innovation et l'Operational Excellence, en disant qu'il fallait se concentrer sur un des 3 en particulier. Alors, ça, c'est quand même un concept qui a pas mal évolué et on prend conscience aujourd'hui qu'il faut travailler sur tous les 3 et travailler tout aussi fort, autant sur l'un que sur l'autre. Alors, il y a des caractéristiques principales. Je vais citer un exemple bateau, et je ne fais certainement pas de la publicité, mais par exemple, Apple est une société d'innovation de produits, principalement. Mais on ne peut pas considérer qu'Apple ne s'occupe pas de la qualité de ses rapports avec ses utilisateurs. Voilà. Alors, il y a un 4e point qui n'est pas cité par Tracy et Wiersma, mais qui est cité par une dame du MIT, qui a d'ailleurs pris sa retraite très récemment, Ginny Ross, qui parle de plateforme collaborative. Alors, encore une fois, Uber n'est pas du tout une plateforme. Hein. La plateforme collaborative, c'est une plateforme sur laquelle plusieurs sociétés peuvent offrir des produits complémentaires à des segments de marché identiques. Ce qui est fondamental dans mon esprit, et je vais essayer de vous sensibiliser à ça ce soir le plus possible, c'est ceci, c'est que les besoins du marché changent plus vite que les capacités d'adaptation des entreprises. Ce qui veut dire que être réactif, et quand je dis réactif, j'ai quand même en tête agile. Hein. Être réactif ou être agile n'est plus suffisant. Le gap qui sépare, l'écart qui sépare la vitesse d'évolution du marché et la vitesse d'évolution des entreprises, cet écart-là continue d'augmenter au lieu de se réduire, même si on est réactif, même si on est agile, entre guillemets. Et donc, dans mon esprit, la vraie réponse, c'est d'anticiper. Ça, dans mon esprit, c'est le mot magique. Alors, nous, puisqu'on est business analyst, on anticipe des besoins métiers. Mais le but, c'est d'arrêter de jouer catch-up, quoi, d'essayer de se raccrocher à un truc qui avance quand même plus vite que nous. Donc, alors, est-ce que pour autant je néglige l'agilité? Non, je pense pas, et je vous propose, par rapport aux 4 disciplines, les 4 disciplines qu'on vient de voir, alors tout le monde pense, ceux qui aiment beaucoup l'agile, pensent qu'on peut faire de l'agile tout le temps, sur tous les projets, dans tous les domaines. Je pense que c'est une erreur de penser que c'est une approche universelle, une espèce de panacée. Alors, moi, je crois qu'il faut définir la vitalité des entreprises comme étant la capacité d'être agile quand il s'agit de satisfaire les besoins du marché, d'innover, de proposer des collaborations entre entreprises quand on s'adresse au marché, aux clients, mais qu'il faut être robuste, alors ça c'est très intéressant, qu'il faut être robuste quand on fait de la recherche ou de l'application sur l'excellence opérationnelle. Et l'agilité permet de réagir rapidement,
la robustesse permet de créer des systèmes qui sont capables de continuer d'exister tout en absorbant des perturbations venues du monde extérieur. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Et c'est là, par exemple, que, alors, bien sûr, les business analysts peuvent être agiles, mais les business analysts peuvent contribuer aussi très fort à la qualité de la robustesse des systèmes. Parce que l'idée, c'est que quand on reçoit des perturbations, on n'est pas obligé continuellement de réécrire les systèmes internes, les systèmes de gestion interne. Ils sont fabriqués de telle sorte qu'ils sont capables de recevoir ces chocs, de recevoir ces impacts, et malgré tout, de ne pas devoir être reconstruits. Ça, c'est le principe de robustesse. Et pour moi, la vitalité, c'est la balance, c'est l'équilibre sans doute dynamique, hein, un petit peu plus d'agilité, un petit peu moins de robustesse ou l'inverse, entre agilité et robustesse. Alors, comme je manque pas mal de temps, je ne développe pas trop ces différents éléments. Je voudrais rappeler ici rapidement que, en matière d'innovation, classiquement dans les entreprises, il y a 6 domaines, 6 types d'innovation très précis. Ce sont des processus nouveaux, ce sont des nouveaux circuits de distribution, ce sont des nouveaux marchés, ce sont des nouveaux produits ou services, ce sont des nouveaux modèles opératoires ou ce sont carrément des nouveaux business models. Les cibles étant les clients, les consommateurs, les étudiants, les patients ou même les citoyens. J'essaye de tenir compte de tout le monde dans cette approche. Et du coup, l'exploitation des données que l'on fait, on garde toujours cette notion, cette ambidextérité, où on est capable de faire à la fois de l'exploitation et de l'exploration. Alors, comment on peut envisager le processus d'innovation? Et pour ceux qui étaient là, quand était-ce, donc mercredi soir, j'ai un petit peu échangé avec Alexandra sur la notion du design thinking. Et là, très clairement, on est dans une approche de type outside in. Ça veut dire qu'on on essaye de comprendre les besoins du marché et on essaye de traduire des nouveaux produits à proposer. On peut être aussi, et ça, à mes yeux, c'est également extrêmement important, on peut faire du technology push, c'est-à-dire qu'on exploite les nouveautés technologiques pour justement produire des nouveaux marchés, pour fabriquer de nouveaux produits, et là, on est plutôt dans le inside out. Ce sont 2 approches d'innovation qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut conserver en termes d'organisation dans les entreprises, quitte à parfois favoriser l'une plutôt que l'autre, mais certainement pas en mettre une des deux à la masse, et certainement pas pendant trop longtemps. Alors vous allez retrouver au milieu l'ossature du processus, créativité, innovation et livraison en fait. Hein. Alors ici j'exprime simplement de nouveau cette double approche de outside in, inside out. Et je voulais vous proposer des petites phrases, moi qui me plaisent bien. Pour le outside in, apprenez à regarder votre entreprise avec les yeux de vos clients. Alors ça, c'est un truc qu'on a entendu il y a très très longtemps. Et dans l'outside in, encore une fois, on essaye de comprendre les besoins du marché. Mais il y a quand même un certain monsieur Henry Ford qui a déclaré au début du siècle dernier, si j'avais demandé aux personnes ce qu'ils voulaient, à mes clients, à mes consommateurs, ils m'auraient dit qu'ils auraient voulu des chevaux qui soient capables de courir plus vite. Okay, il n'a pas pu inventer des chevaux qui couraient plus vite. Par contre, il a créé l'automobile tant tellement décriée d'ailleurs aujourd'hui avec l'énergie pétrolière. Et puis, quelqu'un dans lequel, que beaucoup aiment citer, c'est Steve Jobs, qui a dit, si vous vous contentez de demander à vos utilisateurs ce qu'ils veulent et puis que vous allez construire ce que vous avez compris, quand vous revenez, c'est 6 mois après et vos clients, vos utilisateurs, ils veulent déjà autre chose. Mais il faut faire très très attention à cette histoire de outside in, inside out. C'est pas du tout évident à gérer. On peut d'ailleurs penser que l'iPad est plutôt une démarche de type inside out que outside in, pour donner un exemple très concret. Alors, l'innovation, est-ce que c'est quelque chose de magique ou est-ce que c'est une méthode ? Je ne sais pas si j'ai tout compris de ce que Fabrice disait, et peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger
un petit peu plus tard tout à l'heure. Hein. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est quand même la notion de planned innovation, l'innovation planifiée. Et donc, oui, il y a des gens supérieurement doués qui, à un moment donné, inventent un truc vraiment avec beaucoup de succès, et on en a déjà, on en connaît autour de nous, mais beaucoup plus de nouveaux produits ont été mis sur le marché, ont été créés, ont été, je ne vais pas dire inventés, mais créés, par une approche beaucoup plus méthodique, beaucoup plus systématique. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer tout ça, mais en gros, l'idéation, la créativité, c'est le besoin plus la technologie. Et c'est satisfaire un besoin qui n'est pas encore satisfait aujourd'hui. Alors, voilà rapidement le processus complet. Et ce qui est intéressant, je vous montre, pas pour vous montrer le processus complet, mais pour vous montrer les différents points qui sont associés. Un, c'est comment on peut anticiper les besoins du marché. Deux, comment on peut anticiper l'évolution des technologies. Trois, c'est comment on peut anticiper l'évolution de la compétition. Quatre, c'est comment stimuler des idées. Et c'est seulement en point 4. Okay. 5, c'est comment gérer les projets, le pipeline de projets. Et 6, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'interroger sur comment interagir avec l'environnement extérieur. Je vous montre ceci parce que le mot anticiper apparaît plusieurs fois. Alors voilà la démarche générale. Et j'ai mis en bleu clair au milieu, dans la gestion du portefeuille des projets, en bleu clair, le fait que c'est un entonnoir. Hein. Ici, les grandes formes en rectangle rouge ne le montrent pas, mais c'est quand même un entonnoir. Et cet entonnoir, il est géré à différentes étapes. On appelle ça un modèle stage gate, où à certaines étapes du processus, il y a des portes, et en fonction d'un certain nombre de paramètres déterminés par l'entreprise, on laisse passer les projets derrière la porte, ou au contraire, on les arrête à cet endroit-là. Et on va revenir tout à l'heure sur la gestion de portefeuille. Je vais essayer de vous donner ici quelques éléments de ranking ou pour établir la priorité sur ces projets. Mais on voit bien qu'il y a une porte pour arrêter des idées, il y a une porte pour arrêter les investissements, il y a une porte pour sortir le planning, et puis pour le proof of concept, et puis pour l'implémentation. C'est très classique comme démarche, en fait. Alors, venons-en un petit peu à la gestion de portefeuille. Ce que le professeur Pigneur a introduit, pour mémoire de nouveau, c'est l'exploitation et l'exploration. Et là-dedans, dans ces deux portefeuilles, il y a toute une série de projets, et il nous a expliqué qu'en effet, on peut les arrêter, on peut au contraire continuer à investir si on pense que l'idée est bonne. Il a aussi introduit tous les aspects de gestion des ressources humaines. Il faut que l'échec ne doit pas être considéré comme négatif, etc., etc. On voudra bien se rappeler tout son argumentaire extraordinairement pertinent. Ce que j'ai voulu apporter ici, ce sont deux choses. C'est le fait qu'il y a de l'exploitation et de l'exploration. Au niveau exploitation, on va essayer de réaliser les bénéfices des projets ou des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées. Dans le cadre de l'exploration, on va générer des nouveaux business models ou des nouveaux modèles opérationnels ou des nouveaux produits, mais que la phase de finalisation de ces deux éléments passe, à mon avis, obligatoirement par une gestion de projet. Il faut forcément que l'on traite les dernières étapes du processus d'innovation sous la forme de gestion de projet. Et puis, je représente les flèches pour montrer que l'un peut alimenter l'autre, bien entendu. J'ai voulu rajouter que par rapport à la stratégie et au système de gestion de la performance, à gauche, je refais apparaître l'engineering des requirements, et à droite, je refais apparaître les composantes de gouvernance, de risque et de compliance classique. Okay. Alors, voilà ce que je vous propose comme système de classification et de
pour établir les priorités dans les différents projets. Et je vous propose ici 3 axes de travail hyper classiques, mais qui permettraient de classifier et de prioriser les projets en fonction de la valeur que le résultat va générer par rapport au risque. Ça, c'est le premier critère de choix. Le deuxième pourrait être, est-ce que ce sont des projets qui nous permettent de faire d'améliorer l'exécution quotidienne de notre entreprise? Est-ce que ce sont des projets qui nous permettent de croître? Ou est-ce que ce sont au contraire des projets de transformation, sous-entendu ici, transformation radicale, okay? Ou en tout cas, pour utiliser un mot un peu plus à la mode, disruptive, mais ce n'est pas obligatoire. Et le troisième axe, ça caractérise le type de projet sur le plan technique. Alors, on a des projets de type infrastructure, on a des projets de type service, développement d'applications, développement voilà, qu'on soit dans la gestion des produits ou dans la gestion de l'engagement client. Je pense à l'expérience client, par exemple. Et puis, il y a les 2 autres caractéristiques de ce troisième axe qui est exploitation et exploration dont on a déjà beaucoup parlé. Alors maintenant, les 3 rôles du business analyst. Alors, en sachant bien que rien ne se fait dans l'entreprise tant qu'on n'est pas dans l'alignement, tant qu'on n'essaye pas de mettre en œuvre les objectifs stratégiques définis dans l'entreprise. Et donc, j'aime bien parler d'anticipation, d'innovation et de transformation. L'anticipation, on en a déjà pas mal parlé, c'est anticiper les besoins du marché et anticiper l'évolution des technologies. L'innovation, c'est diminuer les coûts opérationnels, on appelle ça aussi l'OPEX, l'excellence opérationnelle, améliorer l'expérience client, créer des nouveaux produits, des nouveaux services, et mettre en place éventuellement des nouveaux modèles opératoires et peut-être même des nouveaux business models. Et enfin, et ça c'est un domaine qui est peu utilisé aujourd'hui, mal reconnu, c'est garantir, assurer la réalisation des bénéfices. C'est une partie, si on fait un petit peu de PMO et des choses comme ça, on se rend compte que quand le produit est livré, quand l'application est livrée, on ne s'intéresse pas assez à la manière dont elle est utilisée et la manière dont ce nouveau produit, cette nouvelle organisation, ce nouveau marché va en réalité générer les bénéfices qu'on a défendus, que l'on a présentés tout au début du projet dans le business case. Okay? Et je pense que maintenant, avec le Covid, etc., les entreprises vont redévelopper toute une série de projets, mais elles ne vont le faire qu'à la condition, à mon avis, d'améliorer la qualité de nos business cases et surtout d'améliorer les étapes liées à l'exécution de la stratégie. On obtient facilement, parfois à des prix exorbitants dans les entreprises, des très beaux manuels ou des très belles études sur comment définir notre nouvelle stratégie, mais rarement on nous explique comment il faut faire. Et là où le bas blesse véritablement, c'est dans l'exécution de cette stratégie. Et c'est là que le business analyst, à mon avis, peut aussi grandement contribuer à la réussite de ces projets. Alors, je le représente de 2 autres manières par rapport à la première qui est ici, simplement sous forme de texte. Je vous propose un premier graphique que certains voudront bien reconnaître par rapport à la présentation ou l'annonce de cette présentation. On retrouve bien le triangle classique vision puis objectif stratégie, et on voit bien au milieu en orange le link to l'exécution de la stratégie. Et les 3 composantes principales de l'exécution de cette stratégie, c'est le modèle des opérations, c'est la gestion de portefeuille et c'est l'architecture d'entreprise. Et à droite, il y a les projets de développement qu'on veut bien appeler aujourd'hui des projets d'innovation, tandis qu'à gauche, on a la gestion des opérations.
Et en matière de gestion des opérations, ben on peut identifier, le business analyst peut identifier des besoins critiques, peut amener à retravailler un certain nombre de processus pour tendre vers l'excellence opérationnelle, mais surtout, encore une fois, je le cite ici, peut s'assurer qu'on va récolter effectivement les bénéfices de ces différentes applications ou produits mis sur le marché. Tandis que du côté plus en amont, ben, on va développer une expérience client, comme on dit seamless aujourd'hui, c'est-à-dire sans couture. On va essayer d'intégrer le mieux possible. Je crois que lundi ou mercredi, je ne sais plus, quelqu'un qui a demandé quelle est la différence entre un processus et un customer journey. Ce sont tous les deux des processus. Et l'intérêt dans les entreprises, c'est de fluidifier les processus les customer journey avec les processus internes de l'entreprise. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, on peut parler aussi des entreprises data-driven, on peut aussi aller vers et intégrer de plus en plus les objets intelligents ou les investissements intelligents que l'on appelle les IoT. Alors, je vous propose une troisième représentation de cette approche sous la forme de 4 piliers, qui est une manière de représenter le système, le modèle opératoire à l'intérieur d'une DSI. Classiquement, les DSI étaient constitués de 3 grandes fonctions, plan, build, run. À l'intérieur du PMO, on définit des projets, on les fabrique, et puis on les exécute. Et d'ailleurs, il y a des business analysts qui font le travail de gestion des requirements à ce moment-là. Pour l'avoir vécu et implémenté, dans un certain nombre de DSI, on a implémenté une fonction avant cela, antérieure à ce plan build run, qu'on a appelé une fonction listen, où là, on travaille sur la stratégie et on anticipe sur les besoins du marché, on anticipe sur l'évolution des technologies, on anticipe sur la compétition. Je ne vous refais pas le discours que j'ai fait il y a 5-10 minutes. Et on trouve donc 3 catégories de business analysts. Le project BA qu'on connaît bien, qui est là, qui est une ressource et qui travaille sur le projet sous la direction de son chef de projet. Mais il y a le strategic BA qui est en amont, et puis il y a l'operation BA qui est en aval et qui, lui, réalise la récolte des bénéfices de l'application qu'on a mise en œuvre. Alors que le strategic BA, lui, il est plus orienté vers la définition de la stratégie, la compréhension de l'évolution des besoins. Enfin, quand je dis la définition de la stratégie, soyons quand même modestes, il ne le fait pas tout seul. Donc, il est à l'intérieur d'une équipe. Et j'ai eu l'occasion de parler de ça assez longuement dans une présentation pour IABA Geneva d'ailleurs. À côté du PMO, je propose d'implémenter dans les entreprises un RMO, un Requirement Management Office. Alors, dans certaines entreprises, de manière un peu moins développée, on parle d'un BA Center of Excellence, un BA COE. Le RMO, très modestement, je pense qu'il est un petit peu plus complet que simplement ce centre d'excellence, qui est souvent un centre de ressources où on s'assure que tout le monde travaille avec la même méthode, mais où on ne travaille pas sur les requirements, sur les besoins métiers en dehors des projets. Dans mon esprit, c'est vraiment fondamental. Il faut que dans les entreprises, on travaille sur les besoins du marché, sur la compréhension des besoins du marché, sur les applications qu'on veut développer, sur les produits qu'on veut mettre en œuvre, indépendamment des projets qui vont permettre de réaliser ces différentes idées ou ces différents produits. Okay? Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Alors, je résume encore une fois d'une troisième manière. Il s'agit de gérer de cette manière-ci, c'est un framework que je propose, qui est de gérer finalement la stratégie. Et il y a d'abord la phase d'analyse et puis la phase de formulation. Et on est dans un mouvement circulaire d'amélioration continue entre la formulation de la stratégie, le déploiement et la surveillance et le contrôle.
soit dans cette boucle-là, soit retour vers l'analyse s'il y a des éléments plus fondamentaux qui apparaissent. Je termine, j'espère que je ne suis pas trop en retard, avec, ben voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez là mon numéro de téléphone ou mon email, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit que le changement n'a pas commencé et ne terminera jamais. Merci beaucoup, merci de votre attention. Beaucoup, Michel. Diana, je te recède la parole. Est-ce que, juste de manière pratique, Diana, de manière pratique, est-ce que j'arrête la projection ou est-ce que je laisse les choses telles quelles? Je peux laisser ça, par exemple. Tu peux arrêter ta projection, à part si tu veux laisser ça pour la partie questions-réponses. Oui, on va en profiter pour la... Alors, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je te laisse laisser ça. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'on a des questions parmi le public en présentiel? Donc, on est à peu près une 25 personnes ici. Je peux te les montrer comme ça. Enfin, je ne sais pas si tu vois. Non, pas avec le partage d'écran. Mais j'ai vu une photo envoyée par Claude sur WhatsApp. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Oui, tout à fait. Il a pris une photo. Oui, monsieur? Merci pour la présentation. J'ai une question sur la connaissance que ça par l'apprentissage versus agilité en entreprise. En agilité, je pense à ces 10 dernières années de projets agiles qui ont été faits. Merci. Tu as entendu la question, Michel? Non, pas du tout. Donc, est-ce que tu veux la poser? Si tu peux venir, parce que le micro est là, si tu veux. Donc, c'est en fait une question par rapport à l'agilité et toute l'innovation. Attends, je te le laisse. Bonjour Michel, Kamal Najem, Business Analyst IT. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une question après les années d'expérience modeste que j'ai eues. Est-ce que l'agilité telle qu'on la conçoit aujourd'hui et sur laquelle on a 10 ans d'expérience à peu près en IT ne va pas à l'encontre du savoir, de l'apprentissage et de la connaissance sur lesquels, vous savez, il faut du temps? Et l'agilité telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans cette échelle de temps, elle est un peu antinomique. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la connaissance, au savoir et à l'apprentissage? Alors. Merci. Merci d'avoir posé la question. Alors, dans les entreprises, je vais d'abord essayer d'avoir une réponse très pragmatique. Et je sens dans votre question un certain doute intellectuel concernant la pertinence des concepts défendus par l'agilité. Moi, je fais par exemple très clairement la différence entre l'agilité et ce qu'elle porte avec elle dans les comportements et dans les réactions, mais aussi dans la capacité de connaître et de s'appuyer sur la connaissance pour évoluer, par rapport à une méthode qui s'appelle Scrum, qui, à mon avis, n'est pas du tout agile. Mais ça, c'est une opinion très personnelle, et je sais que rien qu'en la disant comme ça maintenant, je me fais assassiner sur les réseaux locaux, et je me crée plein d'ennemis. Tant pis pour moi, mais c'est quand même mon opinion. Donc, opposer la notion d'agilité à la notion de connaissance, ça ne me paraît pas... ça ne me paraît pas raisonnable. Au contraire, il me semble qu'on ne peut être réellement agile que si on peut s'appuyer sur des éléments d'expérience et de connaissances très concrets. Parce que c'est ça, l'agilité, c'est quoi? C'est la capacité à réagir rapidement, ce qui veut dire, c'est comprendre rapidement, faire un diagnostic rapide et faire une proposition d'une solution rapide. Cette agilité-là n'est pas possible si on n'a pas une bonne connaissance du métier, des produits, des marchés, des comportements clients, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Je Est-ce qu'il a répondu? Il dit que c'est un débat philosophique, on ne s'en sortira pas de toute façon avec un juste ou faux. Ce n'est pas blanc ou noir. On est bien d'accord. Merci beaucoup pour la question. On passe à la prochaine. Oui. Monsieur. Oui, vous pouvez. Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Bonjour Michel, Pierre-André Sunier. Oh, Pierre-André. J'avais donné le séminaire il y a quelques temps. Voilà. Oui, mais je me rappelle très bien de vous, voilà. Sur la modélisation des données, bien entendu. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai apprécié la question de notre collègue, j'ai apprécié tout dans votre position. Et puis, c'est une réflexion ou une question à vous, Michel, de voir ce que vous en ferez. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on confond souvent le besoin d'agilité et des méthodes dites agiles. Et puis, dans votre présentation, moi, j'ai bien apprécié l'aspect agilité d'un côté et robustesse de l'autre. Et moi, ça me ramène à ce que j'avais comme opinion que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on parle de méthode, eh bien, en fait, il y a des méthodes, je pense, Meurice, qui fera bondir plein de monde ici autour, oui, mais qui amènent de la robustesse dans un système. Puis après, il y a, quand on réalise une partie d'un projet, il peut y avoir des méthodes dites agiles qui nous rendent service sur quelque chose qui, à mon avis, dans un élément temporel relativement court, il ne doit pas entrer en concurrence avec une stratégie d'entreprise où le système d'information, on doit le développer pour le long terme. Merci Michel. Oui, merci Pierre-André. Bien apprécié votre. Forcément, j'embraye très fort sur ce que vous venez de dire et je vais essayer de donner un exemple. Quand les distributeurs automatiques de billets, quand on a commencé à les trouver à peu près à tous les coins de rue, la plupart des gens, dont j'ai fait partie, ont pris leur argent et ont oublié la carte dans le distributeur. Et rapidement, les banquiers s'en sont aperçus et ils ont modifié l'ordre d'exécution des tâches à l'intérieur du distributeur automatique de billets et ils ne donnent les billets que si on a retiré la carte de banque. Ce qui veut dire que voilà de l'agilité, si vous voulez. C'est sur la base du comportement client et la capacité du système à être réinventé ou modifié, légèrement ou pas, par rapport à son exécution initiale, qui est la marque d'une forme d'agilité. À l'inverse, de manière plus fondamentale, on a besoin dans les entreprises de robustesse parce qu'on ne peut pas se permettre de réinventer tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et comme certains croient d'ailleurs, 24 fois par jour, le système d'information total d'une entreprise, c'est évidemment, complètement débile de le croire, 2, complètement impossible de le réaliser. Donc voilà un petit peu comment je peux appuyer votre remarque, Pierre-André, concernant l'agilité et la robustesse. Et c'est là que les bons business analysts, peuvent intervenir pour apporter, généraliser des systèmes et faire en sorte que d'imaginer des impacts, imaginer comment dirais-je, des perturbations et imaginer d'office le système d'information qui va être capable d'encaisser ces perturbations sans devoir être réécrit. Et là, Pierre-André, vous serez d'accord avec moi, on va forcément dessiner des modèles de données de plus en plus génériques, de plus en plus généraux, parce qu'ils vont être, et du coup, ils vont être capables on ne fera pas de la doc, des systèmes qui dépendent d'expression des besoins émis à un moment donné. D'ailleurs, la pire question qu'on peut poser à un groupe de business analysts, c'est qui est à la base des requirements? La plupart des business analysts vont dire ce sont les utilisateurs. Pour moi, c'est faux. Ce sont les business analysts qui sont à la base des business requirements.
tous les autres utilisateurs vont définir des problèmes, vont peut-être même avoir une approche solution, vont avoir des idées, vont nous fourguer des tas de trucs de manière à droite ou maladroite, mais ceux qui fabriquent les requirements, ce sont les business analysts. Ce qui fait que moi, par exemple, je suis complètement contre l'idée de éliciter des requirements, hein, ou gather, ou rassembler des business requirements. C'est complètement ridicule. On découvre des requirements dans le flot d'informations et problèmes qui nous sont soumis. Donc, c'est le business analyst pour moi, et c'est ça sa véritable valeur ajoutée. Le business analyst, beaucoup trop, alors je vais encore me faire plein d'ennemis, hein, mais beaucoup trop de business analysts sont ce que j'appelle des répéteurs. Ils écoutent des requirements d'un côté et ils vont les emmener du côté de l'équipe de développement de l'autre côté, sans véritablement valeur ajoutée entre les deux. C'est là que se trouve notre véritable boulot de business analyst. C'est de fabriquer des business requirements.